On a souvent dit aux gens dans la boîte que si on pouvait les aider sur un projet personnel, on le ferait avec plaisir et que s'ils pouvaient matcher un tout petit peu avec Topito, ce serait encore mieux. Et puis tu avais Urbain, qui était un des gars qui ont commencé en stage et puis qui a été pris en CDI et qui maintenant est directeur de Créa Vidéo. Il avait commencé le stand-up. Donc j'avais été le voir comme ça et on a trouvé ça cool de se dire pourquoi on ne ferait pas une soirée Topito. On a rapidement eu VDB, Blanche, Blanche Gardin, Haroun aussi j'avais vu. Haroun, il y a eu tout le monde assez vite. Ouais. Un petit rendez-vous qui est devenu un des gros plateaux de stand-up parisien. Et il se trouve qu'on a pu en plus avoir la chance de proposer en plus cette offre-là à des marques et de monter des soirées dédiées. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Et aujourd'hui, notre site est un lieu de distribution du contenu parmi d'autres. Okay. C'est un lieu privilégié évidemment parce que c'est celui qu'on maîtrise le mieux, sur lequel on va faire des pages spéciales qu'on ne retrouvera évidemment pas ni sur Facebook, ni sur Insta, ni sur TikTok, ni sur Snap, ni sur YouTube. Notre relation avec ces grosses plateformes-là, c'est pas une relation de dépendance. Parce que tu fais de la livraison dans un resto, que tu fermes ton resto, tu fais plus que de la livraison. Mais ne pas en faire, c'est peut-être te dire que tu passes à côté d'un truc, de gens qui vont goûter tes plats chez eux et puis qui viendront à un moment dans ton resto. Donc c'est plutôt le pari qu'on a fait. Aujourd'hui, je reçois Laurent Moreau, cofondateur de Topito. Si vous avez vu passer des listes ou des tops sur Internet, c'est forcément eux. Lancé comme un blog juste pour se marrer en 2006, Topito est devenu l'un des médias de divertissement pour les 18-35 les plus importants sur le digital. On revient sur le parcours de Laurent, baigné très tôt dans le bain des startups en ultra-croissance, de quel coup jusqu'à la revente et l'intégration chez Yahoo, puis les démarrages de Topito, d'abord comme un blog, puis sa croissance pour devenir le média qu'il est. On rentre dans les coulisses de leur organisation, de leur business model, ainsi que de leur diversification. Laurent nous explique sa vision sur la dépendance des GAFA. Il nous donne un bel enseignement, celui de faire parfois des choses pour se faire plaisir, sans penser aux revenus, et que la passion finira toujours par créer un cercle vertueux. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur We Are All Media. On continue notre exploration des médias dits pure players, ceux qui sont nés et qui existent principalement sur le digital. Et on accueille aujourd'hui Laurent Moreau, cofondateur du média Topito. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être là, d'autant que tu me disais avant cet enregistrement que tu ne t'exprimais pas souvent dans les médias. Donc c'est un honneur de pouvoir faire cet épisode avec toi. Eh bien nous aussi. Enfin, moi d'ailleurs, on n'est pas deux, je suis tout seul. Petit rappel pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis 2006 et qui ne sauraient pas ce qu'est Topito. C'est tout simplement le premier média de divertissement français indépendant, ciblant les 18-35 ans. Côté chiffres, c'est chaque mois plus de 50 millions de pages vues, plus de 10 millions de visiteurs uniques, des comptes réseaux sociaux qui dépassent le million d'abonnés, plus de 100 millions de vues de vidéos par mois. Mais pas que, puisque vous avez aussi décliné vos marques, Topito Voyage, Topito Foot, Topito Shopping, fait de la diversification, Topito Comedy Night, mais nous allons y revenir. Et comme tu le sais, Laurent, on va faire un épisode en 3 parties. D'abord ton passé, ton parcours. Ensuite, une partie présent, on va parler plus en détail de Topito et de votre actualité. Et enfin, on parlera un peu de futur des médias, si ça te va. Et donc, pour démarrer, ma première question, qui est habituelle, comment tu es tombé dans le bain des médias ? Alors, comment je suis tombé dans le bain des médias ? Écoute, j'ai fait, je repars, mes études ne me destinaient pas forcément à être dans le bain des médias. Moi, j'ai fait des études de ceux qui ne savent pas quoi faire. Donc, le commerce ? Non, mais qui se respectent. Donc. Non, j'ai fait des études à la fac, j'ai fait des études de sociologie. Okay. J'ai fait une maîtrise de sociologie et en parallèle une licence d'histoire aussi, parce que vraiment, je ne savais pas. Donc, je voulais m'ouvrir toutes les choses. Dans l'idée, je m'étais dit qu'il fallait juste avoir des diplômes pour m'ouvrir d'éventuelles écoles derrière, notamment potentiellement une école de journalisme que j'ai testé une fois
à Strasbourg en n'ayant pas exactement préparé et il n'y a pas trop de surprises, ça ne marche pas. Okay. Et puis finalement c'est plutôt pas plus mal, j'ai fait autre chose. Mais attends, juste pour revenir, je te coupe, le côté journaliste, c'est que quelque part au fond de toi, il y avait déjà cette fibre de vouloir raconter des choses. J'aimais bien l'idée d'écrire un petit peu, sans me prendre pour un écrivain, mais l'idée d'écrire un petit peu. Et puis, j'ai été bercé à la lecture de l'Équipe très jeune. D'accord. Donc, avoir un journal dans les mains me semblait assez normal. Et mes rédacs de primaire portaient beaucoup sur le match de foot que j'avais vu la veille. donc l'idée de pouvoir travailler et de dire en lisant l'Équipe laisse-moi tranquille, je travaille, ça m'a toujours amusé. Okay. Donc l'idée d'écrire, c'était pas forcément d'être grand reporter, c'était plutôt de rentrer et de pas payer l'entrée des stades. Okay. Ça c'était donc voilà, c'est parti de là. Donc je m'étais dit que faire des études qui me permettaient de continuer à m'ouvrir un tout petit peu sans me fermer de porte, c'est là-dedans. Et puis la socio, j'en avais fait au lycée et ça m'avait plu parce qu'on nous avait abordé. Ça m'avait semblé bizarre que le prof nous présente les cours d'éco et de socio en nous demandant la question pourquoi vous avez tous des jeans. Et je m'étais jamais posé la question, et c'est vrai que c'était une manière de se présenter, une manière d'être, de représenter un groupe derrière, et toutes ces choses dont j'avais absolument pas conscience. Et ce qui m'a plu, c'était que j'avais l'impression qu'on allait me parler de choses que je vivais au quotidien et sur des questions que je m'étais pas forcément posées. Donc cette idée de remettre en question l'évidence m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça. Après la socio, on sait pas quoi faire. Ouais. Donc je suis parti un peu aux États-Unis. Comme tous les gens qui savent pas quoi faire. Où ça ? Ouais, mais c'est à Minneapolis. Écoute, ça devait être dans le cadre des études. Et puis finalement, ayant eu mes diplômes en France, les universités américaines n'ont pas pu m'accueillir parce que j'avais un niveau trop élevé, pas du tout trop élevé dans la vie, mais trop élevé pour elles pour que ça devienne une équivalence parce que c'était trop cher. Okay. Donc du coup, je me suis plutôt retrouvé avec un billet d'avion pour des facs qui n'existaient plus, et j'ai atterri chez un mec plutôt sympa qui m'a accueilli à Minneapolis parce que Tours était jumelé avec Minneapolis. Okay. Je l'avais jamais vu de ma vie. C'était les tout débuts d'Internet, donc je lui avais parlé 2 fois, et puis je suis arrivé un soir de février chez un gars qui m'accueillait en me disant voilà, c'est ta chambre, okay. bon séjour. Et je suis resté 3 mois là-bas. Et donc en te disant, je vais quand même au moins apprendre la langue. Ouais, je vais vivre autre chose, okay. On va voir. J'ai essayé de donner des cours de français, je faisais de la photo, t'étais loin. J'ai eu l'impression de vivre 1 an en 3 mois parce qu'on se retrouve tout seul à faire des choses différentes. Donc c'était plutôt très sympa. Et puis après, je serais bien resté quelques mois de plus, mais on ne pouvait pas à l'époque. Ouais. Et puis, pourtant, je commençais à m'installer un tout petit peu là-bas, à toute proportion gardée, à avoir quelques potes et à faire un peu plus de photos, à donner des vrais cours de français. Et puis, c'était l'année de la Coupe du Monde. Laquelle ? 98. Ouais, 98. Et il me semblait relativement impossible de vivre la Coupe du Monde française en étant à l'étranger. Donc, je suis rentré avec délice. D'accord. Et ça t'a apporté quelque chose, enfin, ça a changé quelque chose dans ta vision de voir ça m'a plutôt amené comme les gens qui voyagent. Et là, en l'occurrence, c'était pas dans des conditions géniales. Donc, on se retrouve un peu confronté à soi. Et c'était très bien de se dire que, au final, on revenait, en ayant l'impression d'être parti des années. On était parti 3 mois. Et on revenait et on trouvait nos potes qui, eux, n'avaient pas bougé. Et où j'avais l'impression, moi, d'avoir beaucoup bougé sans avoir fait grand-chose finalement. Ouais. Donc c'était plutôt ça m'a un peu boosté pour essayer de me lancer dans des choses. Après, j'ai essayé de travailler dans une télé locale à Tours, parce que mon mémoire de maîtrise en socio, c'était sur la télé locale. D'accord. Donc c'était l'idée, est-ce que les médias, est-ce qu'il y a vraiment une info locale, parce qu'à l'époque, faire du local pour M6, c'était surtout remonter de la petite info pour le M6 national. Et du coup, ça me semblait normal, du coup, de commencer à travailler sur les médias pour les besoins de mon comment on appelle ça, mon rapport. Ton mémoire. Mon mémoire, c'est ça. Putain, tu vois, j'ai oublié le mot mémoire. C'est marrant. C'est marrant. Pour mon mémoire, il a fallu que je travaille, que j'utilise Internet, qui débutait un peu. On avait un modem qui faisait du bruit. Et du coup, ça m'avait fait marrer de pouvoir trouver à peu près tout ce que je voulais et aussi tout ce que je ne trouvais pas. Donc, rapidement, quand la télé s'est pas montée finalement à Tours, je me suis dit qu'avoir des bases pour travailler sur ce qui semblait être un gros truc et qui était Internet pouvait être intéressant. Donc, j'ai essayé une école de webmaster en montant sur Paris. Ok.
Mais déjà à l'époque, c'est pas il y a pas si longtemps que ça, mais c'était tout récent ces métiers-là. Ah ouais, non, c'était là à l'époque quand on parlait de webmaster, on parlait plutôt du côté technique. Alors moi qui m'intéressait absolument pas, mais je m'étais dit que si je devais travailler avec des gens techniques, moi j'étais plus intéressé par le front-end, donc tout ce qui a été la relation avec les utilisateurs et les mots, etc. Mais que c'était intéressant de pouvoir travailler avec des gens dont je comprendrais leurs besoins. Donc c'était de l'alternance. J'ai fait en tout et pour tout 2 mois dans cette école qui était sur 1 an. Mais j'ai trouvé une alternance chez Quelcou. Et au bout de 3 semaines, Quelcou m'a dit en fait, on va plutôt t'embaucher. Et ça sert à rien que tu ailles à l'école. Et si on rappelle un peu ce qu'était Quelcou à l'époque, parce que c'était un comparateur. C'était un comparateur de prix. C'était des gens d'IBM qui avaient rencontré des gens de tech à Grenoble et qui étaient arrivés au point commun que l'un avait la technique, l'autre avait une envie et que ça pouvait devenir un comparateur de prix. Donc, c'était les grands débuts de l'e-commerce, c'est que on pouvait avoir des grosses différences de prix d'un truc à l'autre, d'un magasin à l'autre, de vérifier la disponibilité, etc. Donc eux avaient la capacité à gérer des flux comme ça de marchands et à les retranscrire sur un site pour que les gens puissent voir avant d'acheter est-ce qu'il y avait un prix meilleur ailleurs, une meilleure disponibilité, etc., etc. Donc voilà, c'était le début de cette grande aventure. Alors le terme aventure est vraiment galvaudé quand on parle de trucs sur Internet, parce que globalement c'est être derrière un bureau, donc c'est pas le Vendée Globe. Mais non, ce qui était marrant, c'était que c'était vraiment les tout débuts d'une start-up qui allait devenir un truc qui allait très très bien marcher. Donc on a commencé. Vous étiez combien là, quand toi t'es arrivé ? Moi quand je suis arrivé, il n'y avait pas de bureau à Paris, donc il y avait 4 personnes qui bossaient chacun chez eux. Moi j'avais rencontré Pierre Chapaz qui m'a mis le pied à l'étrier pour ça et que je remercierai vraiment toujours pour ça et qui m'a fait confiance alors que j'avais absolument aucune expérience. À qui j'ai dit que j'avais écrit 2-3 trucs, qui m'a dit tu peux me les envoyer. J'ai dit ok, je suis rentré chez moi, je les ai écrits. Maintenant, il le saura. Mais c'était quoi des articles sur le vin en ligne, enfin tu vois, 2-3 trucs. Tu avais des inspirations, tu voulais essayer pour avoir voir un avis. si je savais manier, parce qu'à l'époque on voulait faire des articles pour devenir un magazine un peu de l'achat en ligne. Et voilà, ils m'ont dit de commencer tout de suite. J'ai commencé et puis je vous dis, on a pris des locaux. Il y avait du coup, on était 5. À Paris, il y avait déjà une équipe d'une 30aine de personnes, je pense, à Grenoble, peut-être un peu moins, je sais plus. Mais rapidement, voilà, on s'est trouvé dans un truc qui nous submergeait un peu parce qu'il fallait aller très vite. Il fallait travailler pour des pages web qui descendaient pas parce que c'était trop lent. Donc, il fallait tout repenser avec le bruit du modem en tête. Mais c'était une expérience assez excitante. Moi, c'était mon premier taf. Il fallait bosser avec des gens à distance à Grenoble. Donc, on est passé d'une toute petite entreprise française qui débutait, qui avait levé un peu d'argent, à une entreprise qu'on relève assez vite et qui fait une grosse campagne de pub. Et puis derrière, qui se met à acheter un site en Angleterre, à fusionner ou à acheter un site en Angleterre, puis en Italie, puis en Europe du Nord. Et on se retrouve à peu près 500 dans une boîte européenne. En combien de temps ? Je sais pas, 3 ans, tu vois, 2-3 ans, je sais même plus. Donc toi, à ce moment-là, tu dois voir tous les jours des gens arriver. Ouais, c'est vraiment tu ouvres t'écarquilles un peu les yeux, parce que c'est particulier d'avoir une boîte qui grossit et qui grossit sur des structures qui sont pas solides, tu vois. Donc c'est un peu du sable, donc ça tient, mais ça tient des fois avec des bouts de ficelle et puis avec des gens qui eux ont déjà travaillé dans des grosses boîtes IBM ou d'autres, donc qui ont des réflexes que toi tu n'as pas, tu vois. Je me rappelle de Pierre Chapaz, donc on travaillait pas encore dans les bureaux, et il me demande où j'en suis sur 2-3 trucs qu'ils m'ont demandé, tu vois. Donc moi, je me dis putain, le boss l'ancien directeur marketing DM me demande un truc, donc je lui fais un mail récap de 60 lignes pour lui expliquer où j'en suis, etc. Et sa réponse a été fais des mails plus courts. Donc je me suis dit bon, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Les startups, c'est comme ça. Mais ça m'a fait marrer et moi, ça m'a plu d'être là au début parce qu'il y avait un côté, je dis sans surjouer les codes, il y avait un côté humain qui était très drôle parce que ça avait peut-être tous les clichés de la start-up de l'époque, mais à l'époque, on savait pas que c'était encore des clichés. Et puis, parce qu'il y avait une énergie pour le coup qui était assez dingue, quoi, parce que les chiffres doublent d'un mois à l'autre, parce que
en plus, j'avais l'impression d'un sentiment d'utilité, tu vois. La notion de gagner un peu d'argent, enfin de sauver un peu d'argent, en tout cas quand tu achètes un truc, me semblait intéressante. Et voilà, et puis après, moi, ça me plaisait d'avoir une petite équipe, puisque j'ai eu une petite équipe sur le produit. Moi, je m'occupais donc de tout le produit pour Topito sur le côté front. Dans quel coup on va y arriver. Mais je pensais déjà à autre chose. Non, pour quel coup. Et tu avais l'impression, en fait, de changer de boulot sans changer de boîte. Tu vois, commencer à 5, puis après une grosse équipe française, puis après devoir se balader un peu en Europe. On allait souvent à Oslo pour faire des petits meetings avec les gens qui faisaient comme moi dans le reste de l'Europe. D'accord. Donc c'était très, très excitant. Et puis là-dessus est arrivée donc la revente à Yahoo, l'idée initiale de Pierre et d'autres, c'était d'amener quel coup en bourse. Bon, et puis finalement, à l'époque, il y avait une belle opportunité qui est arrivée avec Yahoo. Alors, on a du mal à se l'imaginer maintenant parce que Yahoo, c'est plus exactement ça. Mais à l'époque, c'était un gros truc. Hein. Et puis, une des plus grosses pages françaises pour parler de la homepage de Yahoo. Donc, pour nous, c'était excitant parce que j'avais l'impression, encore une fois, de changer de métier, sans changer d'entreprise, pardon. Et du coup, on découvrait encore quelque chose d'autre, où là, on se retrouvait, il y avait 10 000 employés. Mais là, dans ce cas, vous faites vraiment avaler ou vous regardez un semblant d'indépendance pendant un an et demi, ils te foutent une paix relativement royale, quoi, voilà. Tu vois, où tu continues, on te dit surtout, continue à faire ce que tu fais. Et puis à un moment, il y a des juristes qui viennent te voir pour voir comment tu fonctionnes, etc. Et qui hallucinent tous un petit peu parce qu'on n'avait pas exactement les codes d'une boîte ricaine bien structurée. Ouais. Et qu'au contraire, c'était un petit peu différent, on va dire. Donc eux hallucinent un tout petit peu. Puis nous, on se met un peu au pas au fur et à mesure sur ce qu'on doit faire. Et puis, de fil en aiguille, ce qui était un peu surprenant quand tu es un jeune débutant comme moi, c'est de voir que ceux qui ont pu monter quel coup quittent le navire pour quelques-uns d'entre eux. Alors que moi, je pensais qu'on y allait, j'avais même pas réfléchi à l'après, tu vois. Et eux ont fait leur temps et s'en vont, notamment Pierre Chapal. Donc tu te dis, ah merde, j'avais pas prévu ça et je pensais... qu'on était dans le même bateau pour un moment, tu vois. Donc ça m'a un peu, c'est pas déçu parce que j'ai appris ce que c'était la vie d'une boîte, mais ça m'a surpris, on va dire. Et en même temps, c'est quelqu'un de quel coup qui a repris la barre de Yahoo Europe, donc on se sentait quand même un peu à la maison. Des fois, les gens c'est Yahoo, je me demandais même qui avait racheté qui, tu vois. C'était assez bizarre. Et au bout d'un an et demi, là, ils nous ont plutôt intégrés dans un truc qui s'appelait One Team, même bâtiment, avec d'autres boîtes que Yahoo avait repris. Donc voilà, là on découvrait autre chose, on découvrait un board dans lequel ils avaient placé des gens de toutes les boîtes qu'ils avaient rachetées. Donc moi je m'y suis retrouvé sans doute un peu par hasard avec Pascal Gauthier. Et c'était encore différent parce qu'on découvrait quelque chose avec un cursus pour le mien qui était vraiment différent des gens que j'avais autour de moi. Donc j'ouvrais des grands yeux, ça me faisait marrer. Et pour revenir un petit peu à ce moment-là sur le métier, ou en tout cas ce que tu faisais, c'était très tourné e-commerce. C'était principalement e-commerce ou déjà avec le rachat de Yahoo, il y avait une idée parce que Yahoo, ils avaient décliné à l'époque des verticales, d'actualité, etc., qui étaient très médias. Est-ce qu'il y avait des liens? Ouais, en fait, ça fonctionnait. Alors, l'idée, tu sais, quand t'es racheté comme ça, c'est qu'on te prépare, c'est comme un mariage, quoi. On te présente le domaine des possibles et ça va être extraordinaire. Et il y aura des paillettes dans tous les coins. Bon, il y a finalement assez peu de paillettes. Et puis, tu découvres en fait que Yahoo est une boîte qui fonctionnait pas mal en silo, par vertical. Tu vois, ils avaient effectivement Actu. Il y avait la homepage qui était un truc à part entière, sport. Donc moi, c'était cool. Je me disais, tiens, je vais peut-être me rapprocher de domaines qui me plaisent un peu plus. Ils avaient auto, ils avaient voyage. Et donc, tu te disais, le shopping pourrait en fait amener des liens et quelque chose du contenu à toutes ces verticales. Dans les faits, c'est très dur à mettre en place et il ne s'est pas forcément passé grand-chose de ce point de vue-là. Et moi, du coup, je travaillais sur toutes les verticales qui avaient un lien plus ou moins direct avec le shopping. Donc, auto, voyage et shopping directement, la comparaison de prix avec quel coup. Franchement, je regrette pas du tout cette période-là. Je te dis, j'ai beaucoup appris et puis quand on devient
son propre patron à un moment, ça dit où on a envie d'aller et où on n'a pas envie d'aller. Et il y a des choses que j'ai pas envie de retrouver, que j'ai trouvées chez Yahoo. C'était une énorme machine et quand on arrivait à placer des liens et à placer du contenu sur la homepage, du coup, on avait une exposition relativement assez incroyable. Sauf qu'il fallait tellement d'énergie pour que ça arrive que j'avais l'impression qu'on dépensait dans ces boîtes plus d'énergie à faire que à convaincre en interne qu'il fallait faire ces choses plutôt qu'à les faire. Donc je trouvais ça, pour moi, c'était des machines à frustration qui étaient, où c'était vraiment dommage, quoi, parce je bossais avec des gens qui pour certains étaient vraiment très bons. Mais je trouvais qu'on s'épuisait, quoi. Et bridé par l'organisation. Ouais, et puis tout le monde veut pas faire de vagues. Toi, en plus, t'es en France, t'es dans un très petit pays pour Yahoo, qui pense très US ou Asie, développement Asie, donc, et qui est encore loin de l'Angleterre, tu vois, en termes de résultats. Donc, t'es un nain, quoi. Donc, quand tu essaies de discuter avec des gens ou faire bouger des choses pour faire remonter des produits qui sortent et tu demandes des différences sur la France, et moi, j'y croyais, hein, j'envoyais des mails. J'envoyais des mails. Ok. Ouais, non, mais je comprends. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, que tu t'es dit marre de cette grosse structure, est-ce que je serais pas mieux avec mon propre truc? Ouais, je serais pas arrivé tout de suite. Je serais malhonnête de te le dire que ça s'est fait comme ça. Ou alors c'était inconscient. Ouais, je pense qu'on avait avec mon associé actuel, toujours avec Benoît, qui était lui arrivé d'une autre boîte que Quelcou avait racheté, et on s'est retrouvé dans la même équipe au sein de Quelcou. On avait l'idée de faire des petits projets qui étaient plutôt des blogs, qui étaient pour nous amuser, comme des side projects, qui n'étaient pas censés être un boulot du tout. Tu vois, c'était plutôt, on avait fait un petit site. À l'époque, moi, j'étais aimant beaucoup le sport. J'étais assez, comme beaucoup de gens, j'adorais le mythe des All Blacks et ce qu'il y avait derrière le haka, etc. Sauf que je comprenais pas ce qu'il disait. Donc, on avait fait un petit site où tu pouvais sous-titrer toi-même la vidéo. Et puis, ça avait marché. En plus, avec Par Yahoo, j'avais rencontré John Alomou. Donc, on avait pu lui montrer le site, etc. Ça n'avait pas fait rire du tout. Mais moi, ça m'avait plu. Et on s'est dit, tiens, il y a une forme de liberté qu'on a pu avoir avec ça. Donc, on avait créé un petit site qui s'appelait Remixito. On avait fait des blogs de foot, des choses comme ça. Et dans ces blogs-là, dans ces idées-là, il y avait Topito qui est sorti une fois. Mais quand tu montais ces sites-là, vous aviez un background technique qui vous permettait de monter... Benoît, mon associé, en a un. C'est lui qui montait techniquement les sites. Ouais. Et toi, alors, tu faisais on avait déjà son frère qui a une boîte maintenant qui est notre partie technique de Topito, qui pouvait nous filer des coups de main. Mais Benoît savait déjà à peu près tout faire de ce point de vue-là. Moi, je suis vraiment une bille. Si j'ai pas Benoît ou des gens comme ça autour de moi, c'était plus la partie créa, rédaction. Ouais, je sais faire un blog, quoi. Ouais. Mais il faut pas m'en demander beaucoup plus. Et comment ces petits projets, dont le projet que tu mentionnais du rugby, tu penses a commencé à bien marcher? C'était quoi, le caractère viral? Comment ça a fait qu'à un moment donné, ça a pris? Déjà, je pense qu'on avait moins les yeux rivés sur des stats. Donc bien marché, comme il n'y avait pas de viralité facebookienne ou autre chose, c'était... alors moi, je me rappelle quand on a commencé... quelques blogs dont Topito, quand je faisais des presses chez Yahoo, je faisais toujours un slide sur Topito. Ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais, mais je leur disais d'ailleurs, ce top 10 des bonnes idées de ce qu'on devrait faire vous est fourni par Topito. Et on avait comme ça réussi à avoir, je me rappelle, un lien une fois sur la homepage. C'était genre la folie. C'était très cool. Ouais. Donc non, ça n'avait pas d'autre vocation que de s'amuser. C'était un projet qui était un projet... relativement collaboratif. On était 3 à travailler dessus au départ, plus des gens à qui on demandait de venir, etc. Donc c'était plutôt un truc de potes qui n'avait pas d'autre vocation, quoi. Et puis, à un moment, Quelcou marchait moins bien chez Yahoo. Donc Yahoo a souhaité revendre Quelcou. Il y a eu une idée que des anciens de Quelcou puissent le reprendre. Et puis finalement, ça a été repris par des Anglais. Moi, à ce moment-là, il fallait donc refaire un choix, soit rester chez Yahoo, soit repartir chez Quelcou. Je pense que j'avais plutôt un bon karma chez Yahoo, et des gens m'ont dit, reste. Et j'ai dit, mais pourquoi faire? Ils m'ont dit, ça, on verra. Bon, j'ai dit, ok, c'est un projet. Et puis l'autre, c'était de travailler plutôt à l'Europe sur Quelcou, de retrouver une forme d'énergie, etc. Ça m'a plu. J'y suis allé.
C'était pas du tout ça, mais c'est pas grave. J'ai appris aussi. Puis j'ai continué en plus à travailler avec des gens que j'aimais beaucoup, dont certains que je vois encore. Donc j'y allais pas du tout la mort dans l'âme. Tu vois, c'est plutôt des potes qui ont pris la direction de Quel Coup France, des trucs comme ça. C'était très cool. Puis un jour, tu trouves plus ton nom dans l'organigramme. Tu dis bah tiens, mais on va te filer un autre truc. Mais quoi exactement? Et puis bah voilà. En fait, ils t'ont dit bah ça serait bien que tu t'en ailles. Ah bon? Et moi, je dis, bah non, je suis un ficus, je peux pas m'en aller, je fais partie de la boîte. Et tous les gens te regardent un peu, tu vas partir, bah, tu te dis, bah, en fait, j'ai pas trop le choix, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Mais du coup, ça a précipité, en fait, les choses. Oui, c'était un bon coup de pied au cul, c'était très bien. Je serais peut-être pas parti si j'avais pas eu ça. Je me serais peut-être un peu encrouté. Je refais pas l'histoire. Je me dis juste que franchement, tu vois, quand tu pars de chez Yahoo, on t'avait un peu obligé à avoir une voiture de fonction parce que tout le monde en avait au board, il fallait en avoir. Ah bon, très bien. Et là, tu perds tout ça, etc. Puis tu dis, bon, en fait, je crois que je m'en fous. Enfin, j'avais l'âge pour m'en foutre, tu vois, donc c'était très bien. Et... Tu avais quel âge? J'en sais rien. Mais je sais pas, une trentaine d'années, un truc comme ça, ouais. Donc peut-être un peu plus, ouais. Mais ouais, si j'avais plus, genre 35 plutôt, tu vois. Parce que je suis resté longtemps au final, je suis resté presque 9 ans chez Quel Coup Yahoo, tu vois. 2000-2009. Donc oui, t'es arrivé à 25 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc non, c'était sur le moment, je l'ai pas franchement hyper mal vécu. D'abord, tu pars, ils ont fait quelques bêtises en te faisant partir, donc tu pars avec de quoi ne pas flipper. Tu sors. Et puis j'ai essayé un tout petit peu de consulting sur du e-commerce pour des gens avec qui j'avais travaillé, tu vois, qui m'aimaient plutôt bien. C'est pas désagréable, mais je trouvais ça très frustrant de faire des recos que les gens dont ils vont pas prendre 90%, tu vois. Et puis, moi, j'ai besoin de m'impliquer dans un truc. Je restais à l'extérieur. J'avais vraiment envie de les convaincre que c'était une bonne idée et que pour certaines, c'était peut-être pas le cas, mais pour certaines, j'en étais sûr. Donc ça m'a frustré de pas faire ça, de faire ça longtemps. Et en parallèle, on avait continué à faire Topito. Et puis à un moment, je me suis dit, si on y va vraiment, quoi. Donc, et pourquoi les autres sites, tu avais d'autres sites, pourquoi tu t'es dit Topito et pas les autres? Parce que lui, on le suivait beaucoup plus que les autres, et puis que lui avait pris, tu vois. Il y avait peut-être, je sais pas, 200-300 000 visites par mois, tu vois, un truc comme ça, où tu te disais, il y a un petit truc. On avait un mojo avec l'idée de la liste, et que c'était une thématique plus simple à suivre qu'un blog de plus sur le foot, tu vois. Donc l'idée initiale de Topito, c'était faire des listes, des tops, en fait. Ouais. Uniquement. Écoute, il n'y avait pas. Non, c'était ça, parce que ça n'avait pas d'autre valeur que d'être un truc lu par des potes. Donc, c'était une manière d'ordonnancer un peu le monde, tu vois, avec des listes. Ça paraît. Le truc a l'air complètement galvaudé avec du recul, parce qu'il y en a partout des listes aujourd'hui. Mais il faut imaginer qu'il n'y avait pas encore BuzzFeed, et que moi, l'idée, elle était plus née d'un bouquin que j'avais lu de Nick Hornby, qui s'appelait Haute Fidélité, dans lequel il fait des listes. C'est des mecs un peu losers qui traînent chez un disquaire à Londres. Et voilà, et ils font des listes et débattent sur des listes qui n'ont d'intérêt que le débat lui-même, puisque même au final, quand il y aura un classement, tout le monde s'en foutra. On s'en fout au final, ouais. Et ils avaient notamment un débat à un moment sur les musiques que j'écouterais bien à mon que j'écouterais bien, mais qu'il faudrait mettre à mon enterrement. Et le mec fait une première sélection, et ils se battent. Ils débattent sur le fait que l'un lui dit, mais tu peux pas avoir ça à ton enterrement. Comment tu peux dire ça, machin, etc. Et j'ai trouvé assez cool. Et ça m'a rappelé des soirées de potes où tu peux se dire, comme là, si on parlait de Maradona juste avant, est-ce qu'il est vraiment meilleur que Pelé? À la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le lien que ça crée d'en parler. Qu'on finisse par dire qu'il est au-dessus ou en dessous, tout le monde s'en fout, tu vois. Et puis, on finira convaincu sur ce pourquoi on pense que Maradona est au-dessus. Donc, c'est pas très grave. Mais ça m'a plu. Et dans Haute Fidélité, il commençait aussi par la liste des 5 filles qui l'avaient marqué dans sa vie. Et voilà. Et lui était un espèce de fou dingue de l'organisation avec ses vinyles. Et ça m'a plu de me dire qu'il arrivait à classer les choses dans sa tête en les sortant un petit peu et en se disant, voilà, ça, c'est une liste qui a compté pour moi. Et souvent, on demande quels sont tes films préférés, tes livres préférés. Alors, paradoxalement, je ne le sais pas plus aujourd'hui. Mais dans l'idée d'avoir une liste quelque part où je puisse m'y référer, ça me plaisait. Donc, ça n'avait pas d'autre valeur que de se dire...
voilà, on va être capable de créer des mini-articles moins rédigés sans doute que des articles et qui nous permettent de sortir très vite quelque chose qui pouvait être aussi idiot que le classement des plus beaux acteurs à moustache français, quoi. Ouais. Tu vois. Non, mais ce qui est marrant, c'est que là, tu le vois un peu évidemment avec le recul. Et tu te dis, effectivement, il y a ce côté, on en débat, donc c'est social, donc on va le partager. Donc Mais à l'époque, en fait, tu l'écrivais pas en pensant ça. Et non, parce qu'il n'y avait pas de... un peu inconsciemment, il y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait aucun bouton de partage. Il n'y avait pas de commentaires en bas, en dessous. Alors, il commençait à y en avoir sur les blogs, comme des espèces de micro-forums sous des articles. Mais non, là, ce que m'avait appris Quelcou, c'était qu'il fallait aussi adapter sa production à une consommation et que pour le coup, faire des choses courtes et lisibles d'à peu près n'importe où et à n'importe quel moment était pas complètement idiot. Ouais. Donc ça s'est confirmé évidemment avec le mobile et avec le temps de consommation qui a drastiquement baissé avec Facebook notamment. Mais il ne faut pas refaire l'histoire. Je vais pas penser à tout ça en le faisant. Ouais, c'est ça. Non, mais si tu reviens de... Ouais, non, mais je pourrais aujourd'hui dire que j'ai voulu révolutionner les médias. Et pas du tout. On était. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de... En fait, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est à quel moment t'as senti qu'effectivement le truc prenait. Qu'est-ce qui t'a fait dire que le truc prenait? Est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu des, je sais pas, tu en parlais peut-être dans des forums, des gens qui parlaient de vous? Ouais, un petit peu. Puis c'est surtout, toi, l'impression, moi, c'était plus une impression personnelle et avec les gens avec qui on faisait ça, c'était assez frustrant parce qu'on sentait qu'il y avait, par définition, aucune limite sur ce qu'on pouvait écrire puisqu'on n'était pas thématisé sport ou pas sport. On pouvait écrire aussi bien de l'actu, ciné, série, tout ce qu'on voulait, tu vois. Voyage ou un truc aussi bête que pourquoi j'aime pas le dimanche soir. Donc, ça, moi, je trouvais ça excitant. Puis en plus, on s'était dit qu'on pouvait faire aussi des sélections de produits comme on les avait fait chez Quelcou. On avait travaillé sur des sélections de produits à la con qu'on trouvait chez les marchands qui s'appelaient Quelcou Insolite. Donc là, on pouvait recréer ça un petit peu pour nous. Donc ça voulait dire travailler aussi sur une partie produit. Et donc, on sentait bien qu'il y avait quand même beaucoup de travail beaucoup de travail potentiel, mais excitant. Et que si on voulait le faire, il fallait s'y donner du temps, quoi. Donc à un moment... Benoît était encore en poste, on était encore avec le troisième associé avec qui on a pu travailler derrière, et je leur ai dit, les gars, moi, je peux me donner 2 ans pour... il me restait 1 an et demi, je peux me donner 1 an et demi pour essayer quelque chose, mais faut y aller, j'ai déjà un enfant, donc il faut vraiment y aller. Si on se donne une chance, d'en faire un média, je ne savais absolument pas forcément ce que ça voulait dire. À l'époque, la page avait encore un peu de valeur, mais notre business plan devait tenir sur une feuille que je n'ai jamais vue. Donc, mais est-ce que c'est une bonne question. C'est-à-dire que déjà à l'époque, est-ce que vous aviez réfléchi au business model? Oui, tu voyais qu'avec un peu d'affil, on pouvait faire quelque chose avec les produits. Tu renvoyais vers des boutiques. Exactement. À l'époque, il y avait beaucoup de CPC en plus, donc c'était plus facile qu'à la vente au CPA. Tu voyais que tu pouvais faire quand même un peu de pub et tu voyais commencer à pointer le bout de son nez le brand content aux US avec BuzzFeed et d'autres. Mais c'était vraiment... il y avait sans doute, on le dit souvent avec Benoît, on se le dit entre nous en tout cas, qu'il y a une part de naïveté qui nous a aussi amené à l'essayer. Tu vois, quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui et à qui je dois expliquer comment il faudrait faire pour lancer un Topito aujourd'hui, je te le dis honnêtement, je pense que j'en suis pas capable. Parce qu'il faut... C'est des codes différents de toute façon. C'est des codes différents, il faut des savoirs dans tous les sens. Il faudrait aujourd'hui beaucoup... Enfin, on a appris depuis... moi, parce que Ben savait déjà le faire, mais à mieux jouer avec la file, à faire des trucs dans tous les sens, à amener une forme d'automaticité, notamment sur l'e-commerce. Et puis, il faut du savoir-faire sur le CM, il faut du savoir-faire vidéo. Donc... tout ça, on n'avait pas du tout l'idée de mettre le pied là-dedans, tu vois. Quand on dit que c'est un blog qui a mal tourné, c'est vraiment ça. C'est ça. Et est-ce que tu te rappelles ton premier euro rentré avec Pas Topito? Du tout. Non, je me souviens que... alors, pas le premier, mais on avait déjà des petits locaux qu'on partageait avec des potes. Et je me rappelle d'un 10 000 euros à un moment. Je ne sais pas si c'est en un mois, si c'est un chiffre qu'on a fait atteint ou autre chose. Mais là, j'ai eu la sensation que c'était une espèce de gap. Il y a quelques chiffres comme ça où tu te dis 1 million à un moment de quelque chose, après il y avait 1 million d'abonnés, 4000 tops, enfin tu vois, c'était plutôt des choses comme ça qui m'ont marqué, des espèces de rites de passage, mais le premier qui rentre, non. Aucune idée.
Et donc, combien de temps, donc sur ces 1 an et demi que tu t'étais donné, assez rapidement, vous avez atteint donc ces différents on n'a pas atteint milestone. la rentabilité. Enfin, on n'a pas rentable, on l'était, mais pas de quoi se payer du tout, tu vois. Donc, arrivé à la fin du chômage, qui est quand même la meilleure aide que l'État puisse faire pour essayer quelque chose, hein, tu vois. Le plus gros fonds d'investissement. Non, mais sérieusement, c'était de se dire, je le passe pas, je croyais à ce qu'on faisait, mais je le croyais modérément. C'est-à-dire que j'avais pas j'avais quand même déjà un enfant, et tu te dis, si je ma femme travaillait, mais tu te dis, c'est mieux si je me plante pas, quoi. Tu vois. Mais non, tu t'étais dit qu'il y avait une porte qui s'était ouverte et qu'il fallait aller un peu plus loin. Et puis, assez rapidement, en fait, on a pu au moins se payer pour pouvoir se dire qu'on continuait, quoi. Donc là, juste pour avoir une idée sur donc c'est 2006 le démarrage ? Le démarrage, c'est 2006 et la boîte, réellement, elle est créée en 2010. Donc de 2006 à 2009, en gros, on écrivait à peu près un article par jour. Et c'est ça aussi qui fait qu'on s'est laissé le temps, c'est que ça a été longtemps un loisir, tu vois, un loisir fait sérieusement, c'est-à-dire qu'on écrivait vraiment, on publiait un truc vraiment tous les jours, même si Benoît trichait déjà et qu'il écrivait, il changeait les dates. Mais du coup, ça nous a donné le temps d'avoir une assise, de commencer à avoir des abonnés, des gens qui aimaient bien, des espèces de rendez-vous, et ça prend du temps. Et c'est ce temps aussi qu'on s'est donné. Enfin, on a pris aussi sur notre temps perso, parce qu'on y passait beaucoup de temps quand même, qui a fait qu'on est arrivé avec des bases solides, entre guillemets, toute proportion gardée, en 2010, quand on a créé la boîte. D'accord. Donc en 2010, vous créez la boîte. C'est à ce moment-là que... Donc 2010, c'est quand tu crées la boîte, c'est quand tu pars de quel coup, c'est à peu près ça je pars un peu avant, je pars en 2009. Okay. Et puis on crée une boîte un an et demi après, pour se dire, donnons au moins une structure à ce truc-là, parce que c'est peut-être plus un blog. Donc là, les discussions avec les associés, machin, etc. Et puis voilà, tu te dis, là, on essaie officiellement, entre guillemets, de faire un média. Bon, voilà. Ça change rien, hein. Une fois qu'on l'a dit, on est exactement les mêmes que 10 minutes avant, mais là, ça c'est sérieux. Et ok, et donc le 2010, là on est en 2020, donc comment s'est fait l'évolution? Ça a été assez... parce que moi je l'ai vu avec d'autres invités, il y a des projets qui prennent très vite, qui retombent assez rapidement, il y a des projets qui mettent beaucoup de temps à démarrer. Nous, la croissance, ça s'est fait comment? L'avantage, c'est que en fait, nous n'avons fait qu'accélérer sur des choses qu'on faisait déjà. C'est-à-dire que sur un de nos autres sites qui s'appelait Footito, qui était un faux Facebook du football où chacun pouvait déposer sa vanne, etc., il y avait un gars qu'on trouvait bon et avec qui on s'est mis à discuter et qui était en Chine à l'époque. Et on sentait qu'il écrivait bien, quoi. Donc il nous a envoyé 1 ou 2 tops et puis on lui a dit putain, t'écris bien, si tu veux travailler un peu pour nous. Et il nous a comme ça écrit des trucs et puis on lui a dit si un jour tu décides de rentrer en France, viens nous voir, quoi. Et puis il a décidé de rentrer en France et du coup ça a été notre rédac chef pendant pas mal d'années et il travaille toujours ici. C'est un de nos d'excellents auteurs en vidéo. Donc ça c'était assez génial. C'était premier salarié. Premier exactement. Okay. On avait eu un stagiaire ou 2 en même temps. Et moi, alors j'avais oublié ça, mais moi au tout début de la boîte, quand elle s'est lancée, j'ai eu un 2e enfant. Et comme on avait une période un peu de latence où ma femme ne retravaillait pas tout de suite et où la boîte venait de se lancer, mais où je pouvais travailler d'un peu plus loin, on est parti quelques mois à Montréal. Ok. Pour, encore une fois, s'offrir une petite respiration avant... j'avais pas conscience avant de me lancer... Je savais pas que ça allait être... avant de me lancer dans un truc où j'allais avoir la tête sous l'eau pendant quelques années. Mais c'était un moment en famille super chouette, décalé. Je travaillais en fait autant qu'ici, mais en décalé, puisque mon 2e enfant était petit, donc il avait tendance à se réveiller assez tôt. Donc au final, je me retrouvais aux bons horaires français. Sauf qu'à midi, à midi là-bas, j'avais fini ma journée, quoi. Donc ça, c'était très cool. Et au bout de 4-5 mois, je suis rentré et je travaillais déjà à 100% pour Topito.
Mais là-bas, ça m'a donné l'envie de commencer le premier livre de Topito là-bas et d'essayer de faire des choses un peu différentes. Et quand je suis rentré en France, on a continué, sauf qu'on a accéléré en prenant une deuxième personne, un deuxième rédacteur, un troisième, puis un autre en stage qui lui est resté aussi. Donc voilà, c'est l'équipe qui s'est construite au fur et à mesure et dont la plupart sont toujours là. Donc là, sur une dizaine d'années, vous êtes monté progressivement jusqu'à aujourd'hui, vous êtes une trentaine. Une trentaine. Ça s'est fait vraiment progressivement. Une trentaine. Et l'équipe a grossi en même temps que nos savoir-faire, entre guillemets, ou les choses qu'on a essayé de faire. Ouais. Évidemment, longtemps, on a été sur du texte. Ouais. Et puis, au sein d'articles. Et derrière, on a essayé de faire que ces articles puissent être remplis d'images. Donc, on a pris des graphistes qui ont commencé à faire des infographies, des choses pour nous. Il y avait toujours dans notre ADN le fait de créer des choses, premièrement, et le fait de partager des choses qu'on avait vues ailleurs, parce que nous, on passait notre journée sur Internet. Donc, faire de la curation quand elle était bien faite et qu'on ne faisait pas croire que ça venait de nous, ça me posait aucun problème de dire aujourd'hui, si vous deviez voir un truc marrant, c'était ça, qui vienne de nous ou qui vienne pas de nous. Mais notre idée, c'était quand même ce pourquoi on se levait le matin, c'était d'essayer d'avoir une idée rigolote à partager. D'ailleurs, rigolote ou pas, parce qu'on voulait travailler sur l'idée d'humour, d'insolite, de pratique et de découverte. Donc, il pouvait y avoir des tops historiques, un top des meilleures pizzas de Paris et un top des 10 raisons de ne pas voter pour telle ou telle personne si on ne l'aimait particulièrement pas. Donc, sur la ligne éditoriale, ça a toujours été justement ce que tu décris, c'est-à-dire entre guillemets divertissant, peut-être un peu léger ou en tout cas et peut-être un peu éducatif, mais jamais sur des sujets d'actualité un peu chaudes. En fait, on se l'interdit pas. Moi, j'étais un peu saoulé de sites de divertissement qui faisaient comme s'ils ne vivaient pas dans la société dans laquelle ils étaient. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, s'il y a des attentats. Je peux pas balancer un top 10 des bonnes raisons de penser avec un truc qui n'a absolument rien à voir ou d'une légèreté assez infâme par rapport à la situation. Donc, au moment des attentats, par exemple, on a senti, en tout cas peut-être moi, je sais pas si les autres qui bossaient avec nous avaient la même sensation, mais je pense que si, une espèce de responsabilité où on avait quand même déjà beaucoup de lecteurs et que je me voyais pas balancer n'importe quoi. Donc, on a plutôt fait un édito on est tous en train d'en prendre plein la tête et dès qu'on aura atterri, on reviendra se marrer avec vous, mais là, c'est pas le moment, quoi. Donc ça nous a ancré un tout petit peu plus dans la réalité, j'allais dire. Mais depuis le début, c'était un site, j'allais pas dire c'était notre blog, mais donc ça voulait dire qu'on avait le droit d'y dire ce qu'on voulait et que on n'avait pas du tout de devoir de neutralité. Il y avait des gens à l'époque qui nous envoyaient des articles, par exemple, en 10 raisons d'être contre l'avortement. On disait, non, en fait, on va pas le passer. Vous n'avez pas le droit. Si, en fait, crée ton site et écris ce que tu veux, mais là, en l'occurrence, c'est le nôtre. Absolument. Donc non. On le fait encore aujourd'hui. Tous les matins, on a une conférence de rédac avec absolument tout le monde qui peut venir dans la boîte pour amener ses idées. Et l'idée, quand même, c'est de réagir à l'actualité sans en être forcé pour autant. C'est-à-dire que on n'a pas un besoin journalistique comme pouvait l'avoir Johan Hufnagel quand on avait parlé avec lui. Lui, s'il y a un accident de bus, il est obligé d'en parler. Nous, non. Donc, on y va lorsqu'on pense qu'on a un angle un peu différent. Alors, tout le monde va se dire qu'il a un angle décalé. C'est à peu près... Nous, on n'a pas inventé la liste. Et aujourd'hui, tout le monde l'a fait. Donc, si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'ils espèrent trouver une forme de saveur ou de tonalité. Donc, si on se force quand même à réagir à l'actu, il y a un discours de Macron hier, et dans la foulée, il faut qu'on en fasse notre analyse de ce qu'on a retenu, qui sera évidemment pas ce qu'il fallait en retenir, mais on la diffuse 1 heure après. Donc, on n'est pas du tout à la course à l'info. Mais là, on parlait d'une info juste avant qu'on commence. En plus, si elle nous tient à cœur, je me vois pas ne pas en parler. Aussi, qu'elle soit triste ou heureuse. Ok, donc là justement, ça c'est une super transition parce qu'on arrive un peu sur le côté présent et sur un peu les coulisses de Topito. Donc il y a une conférence il y a une conférence de rédac tous les matins. Vous avez combien de personnes qui écrivent à peu près tous les jours? Alors on a scindé les équipes par pôle de savoir-faire en gros. Ok. Donc on a eu historiquement une rédaction. auquel on a ajouté assez vite un pôle vidéo.
Okay. Parce qu'on avait compris que c'était un autre métier et que même s'il y avait des ponts entre les deux, il fallait qu'ils se parlent parce que la bonne idée pouvait être la même. Il y avait quand même un savoir-faire spécifique autour du montage. Très rapidement aussi, il y a eu une équipe sociale, donc pour gérer à l'époque uniquement entre guillemets les push sur les différentes plateformes. Et puis rapidement, on verra qu'ils font aujourd'hui plein d'autres choses. On a aujourd'hui également une équipe shopping, donc qui est dédiée à l'affiliation, qui est un peu moins importante que les autres. En gros, c'est des équipes de 6 personnes à peu près. Shopping, elles sont 3. Parce que longtemps, ça a été que Benoît, mon associé, qui travaillait dessus. Et puis, une équipe une équipe qui gère la régie et le brand content, qui elle aussi est une équipe de 6 personnes. Donc voilà, en gros, nos différents pôles. Okay. Et ces savoir-faire-là sont représentés tous le matin à la conférence de rédac. Je voulais juste revenir un peu sur la vidéo. Vous avez donc, c'est des gens qui tournent, c'est une sorte d'équipe de production. Ouais. Ou voilà, ok, donc c'est cette même équipe qui, par exemple, si vous faites du brand content avec une marque, vont intervenir ou vous prenez des gens extérieurs on est parti du principe pour le brand on peut avoir des besoins spécifiques pour la vidéo, besoin d'un réal si on estime qu'on a besoin d'un savoir-faire, soit que les gens sont pris ici, soit qu'on a besoin d'un savoir qu'on maîtrise un tout petit peu moins, besoin d'acteurs ou besoin de choses comme ça. Mais à la base, on se dit qu'on doit tout avoir à la maison. C'est aussi pour ça qu'on a pris ces locaux un peu plus grands, désespérément vides ces derniers jours, mais parce que tu y vois un tout petit plateau de tournage, là où on peut faire nos interviews et ce genre de choses-là. Donc, aujourd'hui, pour le brand content, qui est une partie non négligeable de notre revenu, nous, on a fait plutôt le choix de ne pas avoir une équipe dédiée brand content, mais de faire que... Ce qu'on vend aux annonceurs, c'est la saveur Topito. Donc, si les articles, les vidéos, les images qu'on va faire avec eux sont produits par des gens qui ne produisent pas Topito au départ, bien sûr, j'ai l'impression que le deal qu'on fait avec eux n'est pas honnête. Donc, je ne dis pas que les gens qui ont fait ce choix-là sont malhonnêtes. Je dis juste que nous, même pour des besoins structurels et des besoins de coûts, on n'avait pas la possibilité de dupliquer tous nos savoir-faire dans une équipe dédiée pour le brand qui nous demanderait des fois de publier des articles qui n'auraient pas forcément grand-chose à voir avec Topito. Et pareil pour la vidéo. Donc, aujourd'hui, sur la partie régie, justement, il y a une équipe qui va chercher des marques. Ouais, c'est des marques qui vous appellent. Il y a les deux. Si on est chanceux, elles viennent nous chercher. Ouais. Et si on l'est moins, il faut aller les chercher avec les dents. Ouais, oui, surtout en ce aussi moment. bien en direct et par les agences. Donc, on a une équipe de commerciaux qui sillonnent Internet, les agences et les annonceurs pour leur faire savoir qu'on sait faire plein de choses. Et puis, une équipe brand content qui reçoit les briefs, nous les diffuse au sein des équipes, qui organisent les brainstorms ici pour savoir pour retranscrire en gros ce que nous, on pourrait proposer après que chaque équipe ait pu proposer ses idées. Ok. C'est super clair. Enfin, moi, je vois bien les différents pôles. Et sur le pôle shopping, juste pour y revenir un petit peu, vous choisissez vos partenaires évidemment, j'imagine, les produits que vous mettez en avant. En fait, il y a les deux choses. L'idée à la base, c'était déjà de créer une base de produits qui nous plaisent. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti au départ avec Ben. Si on a de l'affiliation, tant mieux. Si on n'en a pas et que c'est un bon produit, tant pis. L'important, c'était de créer juste une habitude de produits insolites à trouver chez nous, quoi. Les gens s'en foutent de savoir si on a de la file ou pas derrière. Si le produit est cool, le produit est cool. Ouais. Donc, on est parti sur cette base-là. Aujourd'hui, on n'en est pas revenu parce qu'il y a encore des produits sur lesquels on gagne rien du tout, même quand les gens cliquent. Mais par contre, on a une équipe aujourd'hui qui travaille avec les plateformes d'affiliation, qui travaille aussi avec des annonceurs en direct. Soit pour des visibilités spécifiques comme pour en ce moment Noël, mais leur travail au quotidien, c'est d'aller chercher les produits, de les rentrer dans notre petite base de données, de créer des sélections shopping pour tous les événements consuméristes de l'année. Donc là, pour Noël, on doit avoir une 50aine de sélections qui est hyper bien adaptée pour Noël, pour les gamins de 7, 8, 9, 10 ans, de 2 ans à 20 ans, quoi, pour ta mère, ton oncle, absolument qui tu veux. Puis après, les thématiques pour les gens qui aiment Harry Potter, pour les gens qui aiment les jeux de société, toutes les thématiques d'entrée, même des gammes de prix, qui font qu'aujourd'hui, tu cherches un cadeau pour Noël, mais comme tu peux le chercher pour la Saint-Valentin, la fête des mères, etc., pour un anniversaire, pour un emménagement. Toutes les raisons, tous les contextes. Pas sûr qu'on est pour un enterrement, mais on devrait le faire. Ouais. Donc non, mais leur travail, c'est ça. C'est d'aller chercher le maximum de produits et de les classer et de les organiser au sein de sélections. Et on a une page Topito Shopping sur laquelle on doit aller ressortir un produit
soit le plus drôle, le plus insolite, le plus adapté au moment, quoi. Alors, ça me fait du coup arriver sur la question business model. Ouais. Du coup, votre business model aujourd'hui, c'est, j'imagine, 80-90% de pub, Ouais. un peu de diversification, Ouais. c'est ça à peu près? Ouais. Bon, j'en ai aucune idée, hein. Je te dis ça. Je te dis, ouais. Si. Non, aujourd'hui, on a effectivement un business model qui est finalement pas très différent en répartition un peu, mais sur on va dire, c'est une espèce de tabouret à 3 pieds, quoi. Ça existe? Bah non, pas trop. Si, ça peut. Un trépied. C'est un trépied, c'est ça. C'est plutôt un trépied. Et non, il y a une partie qui est sur le display. Donc, même Là, si le display a bien morflé, et on a Benoît a fait un énorme boulot l'an dernier pour reprendre la main, pour enlever tous les intermédiaires et faire que le header bidding, etc., on gère ça au plus proche des boîtes avec lesquelles on travaille. Donc, juste je précise, c'est les pubs que vous mettez c'est les pubs Les pubs d'annonceurs qu'on met sur le que site. vous mettez sur votre Donc, propre site. Okay. Il y a eu des gens qui pensaient qu'il fallait plus de site. On va y revenir, cette question. Moi, je pense qu'il fallait un site. Ouais. donc, on a toujours ça parce qu'on est aussi toujours pas mal référencé sur Google en SEO, quoi. Ouais. Donc ça, c'est important. Cette pub-là classique, qu'on gère également avec Facebook, puisqu'on utilise Instant Article, la solution de pub de Facebook. Donc ça, c'est une partie du display qui est non négligeable. On va dire, allez, si je schématise, et les chiffres sont sûrement faux, mais c'est 40% de notre revenu. Les 40% suivants sont faits par le brand content. Ouais. Donc là, travailler sur des briefs spécifiques avec des marques, on fait pas de publi-rédac, on essaie de travailler des sujets qu'on aurait travaillé même sans la marque. C'est un peu notre truc en se disant, est-ce que ce sujet passerait s'il n'y avait pas la marque? Oui, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trahi, tu vois. Évidemment, il faut faire des pas de côté pour certaines marques qui sont super contentes de travailler avec Topito. Et puis quand elles voient le sketch, elles se disent, ah, dis donc, c'est pas du tout ce que j'attendais, alors qu'elles ont lu le script, etc. Donc c'est normal, hein, on est dans du divertissement, donc il faut des marques qui soient à même de jouer le jeu. Et encore, on est plutôt des gentils, hein. Et la dernière partie, c'est effectivement sur la file, sur toute la partie produit qu'on met en avant. Et il y a en plus de ça des parties qui sont loin d'être négligeables, mais qui sont sans commune mesure. On a toute une partie sur l'édition qui est intéressante d'un point de vue positionnement de marque, un peu moins d'un point de vue revenu, mais à la limite, c'est vraiment pas le souci. Donc édition, c'est livres, jeux de société. Exactement, on sort... On a longtemps sorti, alors pas cette année, moins cette année, mais à peu près 3 livres par an, plus un jeu de société. On a essayé une box. Bon, on n'a pas tout réussi. Hein. Ah, mais il faut faut essayer, hein, je pense que c'est la règle. Ça fait un peu de revenus. C'est pas vraiment comparable et pas vraiment scalable par rapport à tout le reste. Non, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, je pense qu'il faut le dire, c'est que c'est finalement pas tant le revenu qui vous intéresse sur ce genre de choses, c'est l'image en fait. C'est votre branding que vous travaillez quelque exactement. Part. Et puis, d'abord, pour être très honnête, il y a aussi un petit peu d'ego trip en se disant, tiens, cette boîte aura dû nous faire tout ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire planter un arbre, non, faire un enfant, j'ai déjà fait, et écrire un livre, maintenant, on a fait. Donc c'était cool de pouvoir aller jusque-là et de se dire qu'avec l'effondrement, il n'y aura plus d'électricité, mais on pourra quand même consommer Topito. Donc ça nous plaisait de l'avoir sous cette forme-là. Donc on a aujourd'hui notre rédac chef qui gère cette partie-là et qui a créé des nouveaux des cahiers de vacances, des jeux de société. Là, on travaille sur un autre projet. Donc ça, c'est des projets... C'est des projets aussi intéressants qui nous permettent aussi, quand on travaille avec un client, qu'il n'ait pas peur, qu'on lui montre qu'on est un contenu propriétaire et quand on lui montre qu'un éditeur solide nous a suivis. On a travaillé avec la plupart des éditeurs. C'est rassurant, tu vois. Et puis, il va trouver ce bouquin chez Carrefour, tu vois. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas tout le temps, faut pas tout le temps voir dans la diversification. Non, revenu, pareil. Quand on a travaillé sur la Comedy Night, c'était comme ça. D'abord, tu nous en dis 2 mots déjà, la Comedy Night. Écoute, c'est parti d'un projet. On a souvent dit aux gens dans la boîte que si on pouvait les aider sur un projet personnel, on le ferait avec plaisir, et que s'ils pouvaient matcher un tout petit peu avec Topito, ce serait encore mieux. Donc, il y a des gens de la boîte qui ont écrit des bouquins, tu vois, qui auraient pu les écrire sans doute sans nous, mais que ça s'est facilité parce que les éditeurs venaient nous voir en nous demandant si on avait des choses. Et puis, tu avais Urbain, qui était... un des gars qui ont commencé en stage et puis qui a été pris en CDI et qui maintenant est directeur de Créa Vidéo, qui avait commencé le stand-up
sans le dire à qui que ce soit. Sauf que j'ai une des vidéos de ses premiers passages et qu'il sait que c'est un moyen de pression que je sortirai un jour. Donc j'avais été le voir comme ça et on a trouvé ça cool de se dire pourquoi on ne ferait pas une soirée Topito. Pareil, aujourd'hui, le stand-up est très démocratisé, donc ça peut sembler un peu arriviste, mais c'était il y a 6 ans, donc c'était moins le cas. Et ça nous a plu. Il y a eu du monde, on était surpris. Et puis, on l'a refait le mois après. Et puis, il y avait beaucoup de monde. Et puis, après, c'était gratuit. Et puis, après, le bar ne pouvait plus nous accueillir parce qu'il y avait 150 personnes. Donc, on s'est dit, mais en fait, c'est rigolo. Et puis il y avait une forme d'accessibilité pour les mecs avec qui on travaillait. On a rapidement eu VDB, Blanche, Blanche Gardin, Haroun aussi, j'avais vu. Haroun, il y a eu tout le monde assez vite. Ouais. Et parce que Urbain les côtoyait sur les plateaux sur lesquels il tournait personnellement en dehors de Topito. Donc voilà, c'est devenu un petit rendez-vous, d'abord mensuel et maintenant hebdo, et qui est devenu un des gros plateaux de stand-up parisien. Donc on aimerait bien amener ailleurs qu'à Paris, mais pour le moment il est parisien. Et voilà, en fait, ce projet il est né comme ça. Moi, je continue d'y aller tous les mercredis avec mon petit sac à dos. Tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. On n'a jamais eu une ligne de revenus là-dessus pour les soirées du mercredi soir, mais on s'est dit que c'était bien pour le positionnement. D'abord, pareil, c'est de l'image. C'est de l'image, mais franchement, c'est même pas calculé comme ça. Ça nous faisait kiffer de le faire, tu vois. Et ça nous fait toujours kiffer de le faire. Donc à partir de ce moment-là, si en plus ça peut servir à l'image, si j'avais été intégré à un gros groupe directement, ils m'auraient dit qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dégager ça et travailler sur autre chose. Sauf que ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas complètement compris ce qu'on cherchait à faire, parce que ça nous plaisait directement. Donc on a continué, perpétué le truc. C'est votre ADN. Voilà. Et on a créé aujourd'hui une petite boîte de prod à côté pour pouvoir produire Urbain en spectacle seul en scène, pour aller un petit peu au bout de la démarche. Et il se trouve qu'on a pu en plus avoir la chance de proposer en plus cette offre-là à des marques et de monter des soirées dédiées pour elles. Ah ouais, ça c'est sympa. Donc tout d'un coup, c'est devenu en plus une ligne de revenus. Là, on travaillait sur un projet cette année de tourner dans toute la France avec une marque qui, pour une raison bien particulière qui s'appelle le ou la Covid, est un petit peu tombée à l'eau. Ouais. Mais dans une année vaccinable, on espère que ça reviendra à la normale et qu'on pourra à nouveau travailler sur ce projet-là. Donc ça c'est des projets qui deviennent... qui n'ont jamais été des lignes de revenus et qui peuvent le devenir. Et là, ça devient un projet super, quoi. Franchement, c'est super intéressant et j'aime bien l'approche. On fait des choses parce que ça nous fait kiffer, ça nous ressemble. Et quand tu fais ce genre de choses avec passion, quelque part, à un moment donné... c'est pas sûr ça paye, mais en tout cas, tu es certain que sur la durée, au moins toi, tu pourras le tenir. Parce qu'aller tous les mercredis soirs dans un truc qui te ferait chier, ça va être un peu compliqué. Alors que moi, aller tous les mercredis soirs, voir des gens rigolos, parler avec eux en loge et imaginer ce qu'on pourrait faire avec eux, puisque ça a fini par nous servir pour autre chose. C'est un cercle vertueux, forcément. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui viennent jouer dans nos sketchs, qui viennent nous proposer des séries lorsqu'ils ont des idées. Donc, on peut aider à digitaliser certains de ces gars-là. Certains le font très bien tout seuls, et puis d'autres un peu moins bien. Et même pour ceux qui font le très bien tout seuls, on peut leur donner une visibilité un peu supplémentaire. Donc on le fait avec envie, parce c'est souvent des gens qu'on aime bien parce qu'ils nous font marrer, débat. Donc c'est un bon début. Et voilà, quand on peut aller plus loin, quand on peut proposer à certains des revenus additionnels parce qu'une marque voudrait travailler avec eux au sein d'un sketch que nous on va faire. Là, tu te dis que ça devient un cercle vraiment vertueux. On n'a pas créé de talent agency du tout, parce que ces gens-là n'ont pas besoin d'agency qui se débrouillent très bien tout seuls. Mais des fois, un coup de main est le bienvenu. Ok, j'ai deux petites questions avant de passer à la dernière partie qui vont faire la transition justement. Je voulais te poser une question parce que moi, en discutant avec Johan Hufnagel de Loopsider, eux, ils nous parlaient beaucoup de leurs outils qu'ils utilisaient pour traquer comment leurs contenus réagissent quand ils les postent sur les différents réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous avez des outils déjà, vous ? Est-ce que vous traquez beaucoup ou vous avez des outils qui vous permettent de savoir, par exemple, un sujet qui va marcher, ou c'est vraiment du feeling, alors il y a des choses qui vous inspirent? Il y a les deux depuis le temps qu'on le fait. Alors, le fait qu'on soit inspiré, c'est quand même une bonne base, parce que si le sujet est pop, mais que toi tu ne sais pas en dire quoi que ce soit, on peut dire que c'est mort. Le truc, il y a effectivement depuis le temps qu'on le fait, même si les choses ont évolué, il y a quand même des sujets dont on sait à peu près de manière sûre qui vont marcher. Nous, on travaille sur des thématiques au-delà des formats.
On va travailler sur l'identité, la nostalgie, donc qui sont des choses dont on sait qu'il y a une appétence pour ça sur les différentes plateformes. Pas les mêmes selon les plateformes. Ce qui va marcher sur Snap, par exemple, sur nos Snapchat Show, c'est pas la même chose que ce qui va marcher sur Facebook. Pas toujours. Il y a des choses communes qui marchent partout et d'autres pas du tout. Donc ça, on a un peu appris. Alors, te dire qu'il y a des outils pour tout, sans doute. Te dire que tu pourrais y passer des jours pour extraire de la data, sans doute. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ? Non. Okay. mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'outils. Alors, est-ce qu'on les a recréés tout seuls ? Non. Plus, ouais. On se base sur des outils qui existent. Il y a des choses très bien qui sont déjà dans Facebook pour voir la perf de tes articles. Il y a des choses, il y a des outils, tous les outils de plateforme d'affiliation et qui nous permettent de concaténer tous les clics sortants et de savoir quel article nous a rapporté quoi et quel produit s'est mieux vendu. Tout ça, on l'a. Donc, il y a de la technique et il y a des choses comme ça. Oui, vous analysez, mais vous ne poussez pas ça à outrance. Non, alors on demande à chaque équipe d'avoir le nez sur ce qu'il produit. Et pour le coup, on est sans doute un peu plus drivé par le résultat que plein de boîtes qui ont plein d'outils. Okay. Mais on utilise des outils aussi qui sont des outils qui sont mis à notre disposition, comme CrowdTangle. On avait discuté avec... C'était quoi ça ? CrowdTangle, c'est un outil de stats fourni racheté par Facebook, fourni gratuitement et qui est franchement une source. Moi, je veux bien, hein, j'entends beaucoup de gens qui disent on s'est recréé nos outils pour détecter ce qui marche. Ouais, les gars, vous avez peut-être perdu du temps parce que ça marche quand même pas mal. Mais après, il y a plein de gens qui ont su aller plus loin parce qu'ils étaient drivés par la technique. Et il y a la technique et la capacité d'analyse derrière. Donc, ça fait deux postes qu'on n'a pas. Donc, non, mais c'est aussi la preuve que tu peux avoir des contenus qui fonctionnent. Quand on regarde vos stats tous les mois, on voit que ça marche. Et vous avez forcément qu'on passe, forcément qu'en amenant un peu plus d'intelligence, on serait meilleur. Forcément qu'on passe à côté de choses. Mais on a déjà 30 cerveaux qui réfléchissent le matin à ce qu'on pourrait faire, qui ont passé du temps tous la veille sur les réseaux sociaux ou le matin en se levant. Donc, ça fait déjà un très, très bon outil de veille. Ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter à ça. Tous les matins, la rédac chef et en gros, chaque responsable de pôle passe un peu de temps sur CrowdTangle et Benoît et moi aussi pour voir en gros ce qui est ressorti. Et si dans ce qui est ressorti sur les 2 dernières heures, les 6 dernières heures, les dernières 24 heures, est-ce que nous, il y a des points d'accroche ou des points d'ancrage pour pouvoir en faire quelque chose ? Donc, il y en a. On est de plus en plus drivé un peu par ça, mais on n'a pas un article qui est pour telle cible, qui est pour machin. Ah ouais, je comprends. Je me reconnais un tout petit peu moins dans la notion de data, ce qui fait de moi sans doute un vieux monsieur, mais je crois que je m'en fous. Ok, deuxième petite question, celle qu'on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est la relation avec les GAFA, donc Google, Facebook, etc. Est-ce que donc vous faites beaucoup sur votre site principalement, ce qui vous permet de faire du display, ce qu'on se disait, etc. Mais vous publiez forcément aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Vous avez des comptes maintenant qui sont quand même bien fournis sur YouTube également. C'est quoi votre position vis-à-vis d'eux ? C'est une plateforme de promotion ? Ouais, en fait, ça a été d'abord des plateformes de relais de ton contenu, c'est-à-dire longtemps ça a été je crée du contenu qui pointe à chaque fois vers mon site et j'utilise tout ce que je peux utiliser pour ramener des gens sur mon site. Ça, on a tous compris que c'était décédé. Donc, on crée du contenu et il faut accepter le jeu du contenu natif sur ces plateformes. Donc, si tu vas sur Facebook et tu fais de la vidéo, il faut que la vidéo, elle soit sur Facebook. Tu passes de « viens voir ma vidéo » à « regarde ma vidéo ». Ça change tout, en fait. Ça change tout parce que d'abord, les algos, c'est ce qu'ils te demandent. Ils aiment bien, Donc, joue le jeu de cet algo-là. Mais il y a une forme de logique. C'est toi, la manière dont tu consommes ce contenu-là quand tu vas sur Facebook. Si on me dit, va voir la vidéo sur YouTube, je dis, oh, mais là, je suis sur Facebook, ça me fait chier de me lever et d'aller ailleurs, tu vois. Donc, non, donne-lui la vidéo à cet endroit-là. Et c'est pas pour autant que ça va prendre des vues sur ce que tu feras à côté sur YouTube. Donc, à un moment, il faut passer le cap d'accepter de jouer le jeu des plateformes sur lesquelles tu es et d'avoir un contenu qui est adapté à Facebook, à AMP, à Snap, à Insta, etc. Donc, c'est un petit changement de paradigme pour des éditeurs de contenu, d'accepter que son contenu, il y a même une partie de son contenu qui soit créée, qui ne se retrouve pas sur son site. La plupart des images sociales qu'on crée tous les jours ou des stories qu'on crée pour Instagram ne se retrouvent pas sur Topito. Et c'est pas grave. Il y a des gens qui consomment Topito et qui n'ont jamais mis les pieds sur le site. Non, mais oui, voilà. Mais le risque n'est pas que à terme, les gens n'aillent plus du tout sur Topito.
Mais c'est pas un risque en fait. Le risque, ce serait de pas accepter que les gens ne passent plus par une URL pour chercher quelque chose. On va pas se battre contre le vent entre guillemets quoi. Il y a un nouveau lieu de passage qui est Facebook aujourd'hui, comme il a pu être Yahoo à un moment, ou Messenger ou autre chose. Donc il faut plutôt embrasser ces lieux plutôt que de se dire je vais faire des douves au cours de mon site et personne ne rentrera. Donc comme on l'évoquait, c'était une bêtise à mon avis de supprimer son site parce qu'il fallait le garder. Et aujourd'hui, notre site est un lieu de distribution du contenu parmi d'autres. Okay. C'est un lieu privilégié, évidemment, parce que c'est celui qu'on maîtrise le mieux. C'est là même où on peut mettre du contenu qu'on n'a pas envie de mettre ailleurs. C'est là où on peut aller un peu plus loin dans certains contenus. Mais dans les faits, aujourd'hui, on a plusieurs cordes à notre arc. Et l'une de ces cordes, c'est le site, et qui reste une superbe tête de pont, tu vois, sur lequel on va faire des pages spéciales qu'on retrouvera évidemment pas ni sur Facebook, ni sur Insta, ni sur TikTok, ni sur Snap, ni sur YouTube. Mais donc notre relation avec ces grosses plateformes-là, c'est pas une relation de dépendance. C'était un Dominique Vidal qui travaillait chez Yahoo qui m'avait dit, à l'époque où on était très dépendant chez Quelcou de Google, qui m'a dit il y a deux manières de le voir. Soit tu le vois comme une dépendance, soit tu le vois comme le fait qu'aujourd'hui c'est un passage obligé pour la plupart des gens qui utilisent Internet. Donc à partir du moment où tu ne tapes pas la tête contre les murs en disant je vais les venir chez moi directement, ils ne viendront pas directement, ils ne viennent plus directement. Tu vois. Donc acceptons ça. Ça ne veut pas dire que, tu vois, c'est pas parce que tu fais de la livraison dans un resto que tu fermes ton resto, que tu fais plus que de la livraison. Mais ne pas en faire, c'est peut-être te dire que tu passes à côté d'un truc, de gens qui vont goûter tes plats chez eux et puis qui viendront à un moment dans ton resto. Donc c'est plutôt le pari qu'on a fait, et quitte à le jouer, à un moment il faut accepter de le jouer et de se dire que effectivement toutes les images qu'on crée tous les jours sur Instagram, toutes les stories qu'on crée ne sont pas sur le site. Les vidéos qu'on a mis, les vidéos qu'on mettait sur YouTube, c'était plus facile de les mettre sur le site, mais aujourd'hui on a plutôt tendance à faire du contenu pas forcément ultra spécifique pour les plateformes, parce que sinon on s'en sort pas, mais de la réadaptation pour les plateformes, ça on est obligé. Si on est sur ces plateformes, il faut jouer ce jeu-là. Après, des gens peuvent accepter de ne pas le jouer, et ça peut être vu comme une dépendance, et c'est dur d'être face à des gens qui sont hyper structurés et pourtant qui ont des failles, parce qu'ils sont structurés mais avec des outils qui ne marchent pas forcément tous de manière géniale, et qui n'ont pas forcément toujours le répondant pour pouvoir répondre à nos problématiques. Donc aujourd'hui, on a des bien meilleurs contacts avec Facebook parce qu'il y a des gens qui nous répondent et qui nous répondent bien. Donc ça, c'est hyper appréciable. Mais il y a des choix qui sont faits dans d'autres de ne pas avoir ce répondant et d'avoir des outils à dispo, et puis débrouillez-vous, quoi. Donc on fait avec. Écoute, on aimerait tous que les gens viennent directement chez nous et qu'ils aient tous Topito dans leur barre de favoris, mais dans les faits, ça n'arrivera plus. Vous êtes lucide, et je pense que le parallèle avec les restos est, à mon avis, une super image pour bien comprendre où on en est aujourd'hui. Je te propose de passer rapidement à la dernière partie, qui est la partie un peu plus future. Là, on essaye un peu de se projeter à 10 ans, 15 ans. Moi, j'avais plutôt des questions du coup sur la publicité dans les prochaines années, parce que moi, j'ai un peu fait le constat que on va plus vers du contenu qui va être très travaillé pour les marques, qui va être peut-être même personnalisé, ou en tout cas qui va porter des valeurs. On le voit, il y a de plus en plus de marques qui font des trucs autour du RSE, etc. Et qu'on est très loin du modèle un peu de la réclame à l'ancienne, où on disait voilà, ça coûte tant, il y a tel ingrédient, il y a tel, etc., tel attribut de mon produit. Donc du coup, la question, c'est, est-ce qu'on va aller de plus en plus, on va porter plus d'attention à la créa, au message, en fait, le fond, ou est-ce qu'on va plus se concentrer du coup sur de la data pour aller justement cibler très finement des gens, et à la limite, la créa, on s'en fout du moment qu'on touche la bonne personne au bon moment, ou voilà. Il y a deux axes après. Très bien. J'en ai aucune idée. Non, mais alors on va tirer des plans où on pourra ressortir ça dans un an, on dira il dit n'importe quoi. Ah ouais, mais non, mais parce que quand on a des discussions pour Topito avec d'autres, ils nous disaient vous voyez dans 5 ans,
On sait rien. Aucune idée, quoi. Ce qu'on fait ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais on aura forcément dû évoluer. Et on n'aurait pas parlé de Snapchat ou TikTok il y a 5 ans, tu vois. Donc, bon, bref. Pour ce qui est de la pub, moi je crois pas que l'un remplacera forcément l'autre. Là, on voit les premiers essais de publicité très targetée, même à la télé, tu vois. Et c'est pas pour autant que tu auras une publicité bête et méchante qui parlera peut-être à tout le monde après un match de foot, ou qu'aujourd'hui on a les Critéo Like, etc., qui sont capables de te suivre partout dans Paris pour te proposer 20 fois le même canapé. Et pourtant, il y a encore des dépliants Carrefour, tu vois. Donc, évidemment, on va aller vers une finesse qui peut être soit effrayante, soit de se dire, quitte à me faire emmerder par de la pub, autant que ça m'intéresse. Mais je pense pas que ça remplacera forcément le char d'assaut de la publicité après la météo, et qui sera pas forcément toujours ah, t'as vu cette pub, moi j'ai pas vu celle-là. Comme aujourd'hui, il continue d'y avoir du pur display sur les sites web, vraisemblablement un peu mieux targeté qu'elle ne l'a été avant, mais avec toujours des choses qui se font un petit peu avec un marteau et un burin, quoi. Donc, mais vous, les marques, quand elles viennent vous voir aujourd'hui pour des briefs, des brand content, est-ce que vous sentez qu'il y a eu déjà une évolution entre aujourd'hui et il y a peut-être 3-4 ans, 5 ans même? Oui, c'est certain. Vous sentez ça déjà? C'est certain, parce que c'est des marques qui sont beaucoup plus habituées, qui se sont rapprochées de leur achat publicitaire, par exemple. C'est souvent des gens qui ont... Enfin, souvent. Il y a des gens qui ont intégré des gens qui vont faire du sponsor pour Facebook chez eux, plutôt que de passer par une agence. Donc, ils comprennent un petit peu... Ils disent qu'il y a des choses auxquelles ils font sans doute plus attention. Et à la limite, moi, ça ne me dérange pas, parce que je viens... Non seulement on a des datas sur qui vient nous voir, les 18-35, un contenu qui est, selon les plateformes, même encore un peu plus jeune, et puis aussi de se positionner pour nous sur Topito Voyage et Topito Parents pour travailler sur le haut de la cible des millennials, parce que quand on parle des millennials, dans la réalité, la plupart des sites produisent du contenu 18-25, et il n'y a pas grand-chose de commun entre un gars de 18 ans qui sort de l'école et un gars de 32 qui veut avoir un enfant ou qui cherche un appart. Donc, et pourtant, ils sont bien dans la même cible des millennials 18-35. Donc, nous, on a décidé de taper avec nos verticales, de produire du contenu pour l'ensemble de ces trucs-là. Donc, il y a des fois des marques qui viennent nous chercher plus pour les trentenaires qui sont en instance d'avoir un enfant ou qu'on en a déjà, et d'autres, à l'inverse, qui veulent taper sur les étudiants parce qu'ils ont une nouvelle boisson super qui fait pchit. Donc, on a déjà des gens qui viennent nous chercher avec une typologie de clients un peu plus précise qu'elle n'a pu être, et qui nous regardent sur des KPI un peu plus précis qu'avant, qui ne sont pas simplement de l'impression publicitaire. Ils nous demandent de la vue, de la durée de la vue, des engagements qui sont différents sur Snap, sur Insta et sur Facebook. Donc, à la limite, à nous d'être capables d'y répondre. Après, ça veut dire que, de toute façon, quelle que soit la manière dont tu veux délivrer le message, il y a quand même un message à délivrer. Donc, nous, on va plutôt travailler sur le message sur lequel on va travailler. Et certes, il y a toute le positionnement RSE, etc. Mais il y a aussi la nécessité pour des marques de se dire, bon, ça veut dire qu'il faut aller dans un contenu un peu plus engageant que le public rédactionnel que j'ai déjà pu faire, qui continuera d'exister, mais sur lequel, nous, on va avoir une valeur ajoutée qui est plus faible. Donc aujourd'hui, il y a des marques qui acceptent de jouer avec nous pour des contenus qui sont sans doute un peu plus engageants, qui peuvent au premier abord être un peu plus loin de ce qu'ils font, mais derrière, quand on arrive à associer les deux, à clairement être sur des valeurs qu'ils veulent faire passer. Donc moi, à partir du moment où on a réussi à faire passer un contenu qui nous plaît et qu'une marque nous y a aidé à le monter et à faire qu'il existe, franchement, je suis plutôt content. Non mais c'est assez clair, et je partage un peu ta vision, et je pense qu'effectivement, la publicité va pas se révolutionner dans les 10 ans. Après, j'ai quand même l'impression qu'on va, alors évidemment, on va pouvoir segmenter mieux, mais sur le message, j'ai l'impression qu'on va aller sur des contenus de plus en plus quali. Ouais, en tout cas, il y aura toujours, moi je dis, il faut toujours se méfier du terme révolution qui est un peu utilisé à tort et à travers. Je pense que sur les 10 dernières années, peut-être sur des gens que tu as interviewés, le mot a dû être prononcé un certain nombre de fois. Bon, quand on regarde la révolution entre Internet maintenant et Internet il y a 10 ans, évidemment, il y a plein d'évolutions. Dans les faits, on a changé de device pour l'utiliser, on a changé la manière on passe moins de temps, on consomme plus de contenu, mais on y passe moins de temps. Donc, il y a plein de choses qui ont évolué. Les journaux ont dû se réinventer un petit peu. Il y a des gens comme le Guardian ou d'autres qui essayent des trucs sur du long. Il y a cette peur cette envie de produire moins qui est
très paradoxal par rapport à il y a 10 ans, on se disait qu'il fallait sortir une news par minute. Donc, il y a des évolutions. Moi, je n'en vois pas une révolution pour autant. Et de la manière dont la pub est considérée, on a commencé Topito avec, on vendait des kilos de pages vues. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et pourtant, le brand sera peut-être plus le brand qu'il est aujourd'hui, comme il l'était il y a 5 ans. Avant, on appelait ça du native. Maintenant, c'est du brand. À un moment, qu'est-ce qu'on fait? On propose un contenu qu'on essaie dont on sait qu'il est rattaché à de la publicité parce qu'il faut le marquer clairement. S'il y a un deal qu'on a fait avec les gens qui nous lisent, c'est si c'est sponsor, marquons-le. Et si vous trouvez ça nul, dites-le nous. Tu vois. Bon, ben voilà, on sera meilleur la prochaine fois. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même des basiques qui risquent d'être là, qui vont effectivement évoluer, mais qui vont pas forcément évoluer dans le mauvais sens. La peur, ça peut être de dire qu'une partie de cette valeur créée retourne beaucoup chez les GAFA et que du coup, tu te dis, ah bah merde, si le gars peut se dire qu'il peut créer le contenu tout seul et le diffuser tout seul parce qu'il a tout ce savoir-faire, bon, bah, effectivement, je suis moins intéressant. Bon, bah, je suis moins intéressant pour la pub, mais il y aura toujours des gens qui voudront lire du contenu pas publicitaire et qui viendront nous voir. Et puis, il n'y aura pas toujours toutes les marques qui sauront tout faire toutes seules et qui viendront de toute façon, même si si on prend des exemples d'un site de Paris qui commence par Win et que je ne citerai pas, ils ont un community manager qui est très bon, qui va très loin. Parfois, des fois, les gens disent un peu trop. Bah, peut-être, ça c'est à chacun de se faire son avis. Mais à côté de ça, quand ils créent du brand avec Kazar et avec d'autres, eh ben, ils vont chercher un savoir-faire qu'ils n'ont pas en interne. Donc nous, c'est à nous de montrer qu'on sait aussi faire ça, qu'on est au sein d'un média un peu agence, un peu créa, et qu'il y a plein de savoir-faire qu'on a su développer en interne autour de la vidéo, autour du social media, autour de nos articles, et qui font qu'aujourd'hui, on pense avoir une tonalité un savoir-faire complet, qui est pas. C'est peut-être le fait qu'il soit complet qui le rend unique. Il y a plein de gens qui savent faire un peu de ce qu'on sait faire. Nous, on propose un produit un peu complet qui va du digital à la vraie vie jusqu'à une soirée de stand-up, quoi. Impeccable. Super comme analyse pour terminer. Et je te propose de passer aux questions de la fin. Questions de la fin. Question simple, réponse plutôt concise. Quels médias tu consommes au quotidien? Quels médias je consomme au quotidien? Alors en fait, l'équipe qui est effectivement ma lecture au bout d'une quinzaine de minutes de réveil. Ouais, très rapidement. Okay. Ouais. Il faut commencer par quelque chose de léger. Bon, là, les derniers jours l'étaient un peu moins. Mais ouais, l'équipe. Parce que même eux font du brand, etc. Donc je retombe rapidement dans le boulot, même en lisant l'équipe. Et puis après, j'utilise beaucoup CrowdTangle ou des petites plateformes comme ça qui me permettent de papillonner pas mal. Donc, parce que ça donne quoi les plus lus, les trucs comme ça, etc. Ouais, tu me dois de l'argent. Mais ouais, donc ça fait bizarre de dire que tu fais le tour de Libé, Le Monde, 20 minutes le matin, etc. comme une petite revue de presse rapide. Et puis après, il y a des choses que tu vas voir un peu plus, encore un peu Slate parce que j'aime bien. Mais franchement, j'ai du mal. J'ai une routine qui est de passer un petit peu sur tout plutôt que d'aller voir. Il y a même quelques gros sites d'infos pour voir comment ils vont traiter l'actu en long ou en court. Mais j'ai pas de... J'essaie vraiment à la fois de tout voir, et c'est un peu frustrant parce que finalement tu peux pas tout lire en profondeur. Mais je reviens rapidement au foot quand j'ai l'impression d'être submergé d'infos. Je repars sur des basiques. Ok. Un livre à recommander? Eh ben, c'est celui qui m'a fait créer Topito. C'est Nick Hornby qui a écrit High Fidelity, haute fidélité, dans lequel je vous dis, il fait des petites listes. Et puis il y en a un que j'offre beaucoup, c'est Saga de Tonino Benacquista, sur des gens qui écrivent une série. C'est un scénariste. Ouais, c'est des scénaristes qui écrivent un truc que la chaîne doit créer, en gros, un peu comme Netflix doit créer de la créa française aujourd'hui et fait Marseille. Eux, ils font une série qui est vue par personne et la nuit et qui finit par être vue.
Tiens, t'as vu, j'ai dit Siri et mon téléphone qui a fait ça. Et ça m'a plu parce qu'il y avait cette idée d'écrire pour personne et qu'au fur et à mesure, en fait, il y a du monde qui te lit. Ouais. C'est un très bon livre, je l'ai lu également il y a très longtemps. Productivité, est-ce que tu as une routine de travail, des outils qui t'aident à t'organiser ou ouais, j'ai un truc de To-Do dont je ne sais même pas comment il s'appelle parce que je l'ai en favori et j'y vais. Bah, si tu l'as, je veux bien parce que les outils de To-Do qui marchent, il y en a plein. Je ne te dis pas qu'ils marchent pour moi. Moi, je ne vois pas la To-Do comme un truc qui m'envoie des signaux sur absolument ce que je dois faire. Je le vois comme une manière de me sortir les choses de la tête. Oui, c'est de t'enlever de la charge. Ouais. Enlevez-moi ces trucs de la tête, c'est écrit quelque part, je l'oublierai pas. La charge mentale. Ouais, non, vraiment, c'est plutôt ça. Donc, c'est pas un outil hyper pointu qui va me dire aujourd'hui vous avez ça, me le rappeler parce que j'aime pas ça. C'est un Trello tout bête, hein, tu vois. Ouais. Donc, mais moi, ça m'aide de donc me c'est dire. Trello. Tu utilises Trello. Ouais, exactement. Okay. Pour me dire, voilà, j'ai fait ça la semaine dernière, je fais ça demain et j'ai ça à faire à un moment. Et puis souvent je le fais pas. Donc, mais au moins je l'ai pas perdu. Et je pense que paradoxalement le fait que ce soit écrit quelque part, ça me permet de faire autre chose. C'est-à-dire que c'est pas dans la liste, mais je peux m'y échapper parce que je sais qu'à un moment la liste va me rattraper quelque part. Ok. Et dernière question. Donc pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont des projets entrepreneuriaux, de blog, de médias, de chaînes YouTube, voilà, au sens large, est-ce que tu as un conseil à leur donner ou un top 3 des conseils à qui leur donner au moins un conseil. Non mais oui, forcément, il y a un conseil faites-le en étant déjà riche. Déjà, c'est vachement bien. Okay. Déjà, ça va régler pas mal de problèmes. Non, le truc, si on avait un truc à retenir avec Ben, je pense que c'est de faire. C'est passer à l'action. Ouais, c'est très bien. C'est très bien d'avoir des garde-fous, d'avoir un business plan quelque part, et à un moment d'avoir tout rangé dans un drive en disant putain là le jour où je m'y mets, je peux te dire que je suis sur des bases très solides. Donc oui, bien sûr que si t'as pas ça, ça sera compliqué. Mais à un moment ou à un autre, il faut y aller quoi. Et il faut se confronter à une réalité qui sera très différente de ce qu'on a pu écrire. Donc je te dis, il faut les deux. Nous, on a eu la chance de pouvoir faire plus d'un côté avec le faire qu'avec le penser en amont. Il faut les deux, mais à un moment ou à un autre, il faut quand même se confronter à la réalité et aller voir si tout ce qu'on a pu écrire, c'est juste pas une énorme connerie et qu'il va falloir changer son fusil d'épaule. Et puis sans que ce soit une connerie, des fois, il y a la réalité du terrain qui va nous amener à penser qu'il faut plutôt pivoter un tout petit peu. Alors même si on n'appelle pas ça pivot, parce que on va juste changer un truc qui était con, mais c'est plutôt ça un pivot. Ouais, ça. Mais ouais, c'était plutôt allez-y quoi. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Et si vous y allez, allez-y franchement. Tu vois, il faut goûter jusqu'à outrance pour se dire d'abord est-ce que ça nous plaît quand on a vraiment les deux mains ou les deux pieds dedans, et puis est-ce que ça fonctionne un peu, et puis acceptons de se donner un peu de temps quoi. Tu vois, il est possible que ça foire, mais au final je suis pas sûr qu'on ait perdu grand-chose dans ce risque-là quoi. Eh ben impeccable. Merci beaucoup Laurent pour merci. Tout ce partage, et puis je te souhaite bonne continuation avec Topito. Ouais, toi aussi. Et puis on mettra tous les liens des livres, du Comedy Night. Topito Comedy Night, venez, c'est très rigolo. Voilà, à très bientôt. Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.